Le jour où l'armée lui a rendu sa liberté, elle n'avait nulle part où aller. 140 €, un chien réformé, et une nuit sous un pont à Lyon par 4 degrés. Elle a mis la main sur une vieille forge abandonnée au fond de la Drôme, une bâtisse en pierre que personne ne voulait, que tout le monde lui a dit de laisser tomber. Les voisins riaient. Les artisans refusèrent de la prendre au sérieux. Et pendant des semaines, elle a dormi sur la terre battue, en apprenant à souder seule, page après page, dans le froid. Mais quand son chien a commencé à gratter le même mur chaque nuit sans s'arrêter, elle a fini par écouter. Ce qu'elle a trouvé muré dans la pierre depuis 1943 a changé le sens de tout ce qu'elle avait traversé. Si vous avez déjà eu l'impression que personne ne croyait en vous, sauf vous-même, cette histoire est pour vous. Restez jusqu'au bout, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle est la décision qui a tout changé pour vous. Le papier était fin, presque transparent. Cassie Morel le tenait entre deux doigts, comme si elle avait peur de le froisser, comme si le froisser pouvait changer ce qui était écrit dessus. Ce n'était pas possible, bien sûr. Les mots restaient les mêmes. Licenciement pour motif de restructuration. Prise d'effet immédiate. Elle avait lu la phrase 3 fois, debout dans le couloir de la caserne de Montluc, sous un néon qui claquait toutes les 30 secondes. Dehors, Lyon était grise et froide. Le genre de froid de novembre qui ne crie pas, mais qui s'installe, qui prend possession des choses lentement, méthodiquement, sans prévenir. Elle avait 27 ans, 7 ans de service, 2 déploiements, des mains qui savaient poser un garrot dans le noir, qui savaient maintenir quelqu'un en vie le temps que les secours arrivent. Et maintenant ce papier, ce couloir, ce néon. Sarge l'attendait à l'extérieur, attaché à un anneau de fer près de l'entrée. Un Malinois de 4 ans, fauve et noir, les oreilles droites, les yeux couleur d'ambre sombre. Il avait été réformé la semaine précédente, dysplasie légère à la hanche droite, inapte au service. Casey avait signé les papiers d'adoption le jour même. Elle ne s'était pas posé de questions. Certaines choses ne demandent pas à être réfléchies. Il leva les yeux vers elle quand elle poussa la porte. Elle ne dit rien. Il n'avait pas besoin qu'elle dise quoi que ce soit. Elle avait 140 € dans la poche intérieure de sa veste, un sac à dos militaire vert olive et l'adresse d'un foyer d'urgence notée sur un bout de papier qu'on lui avait glissé avec le courrier, presque comme une excuse. Le foyer était complet. Elle l'a pris par téléphone, debout sur le trottoir, le vent dans les oreilles. Elle marcha. C'est ce qu'elle savait faire quand il n'y avait plus rien d'autre à décider. Elle marcha jusqu'au Rhône, jusqu'au pont de la Guillotière, jusqu'à l'endroit où le tablier du pont rejoignait les berges et formait un angle mort, à l'abri du vent et des regards. D'autres avaient dormi là avant elle. On voyait les traces. Elle posa son sac, sortit le duvet de survie replié au fond, s'allongea sur le béton froid. Sarge s'installa contre elle sans qu'elle lui demande. Son flanc chaud contre ses côtes, sa respiration lente et régulière. Casey fixa le dessous du pont pendant longtemps, les yeux ouverts dans le noir, et écouta le fleuve. Elle ne dormit pas vraiment. Elle traversa la nuit par couches, entre veille et quelque chose qui ressemblait à du sommeil, sans en être tout à fait. Au matin, la lumière arriva grise et plate sur le Rhône. Elle avait froid aux pieds. Sarge dormait encore, le museau posé sur sa cuisse. Elle se leva, plia le duvet, remit le sac sur les épaules. Il y avait une boulangerie ouverte à 200 mètres. Elle acheta un café et un pain au chocolat, partagea le pain avec Sarge sur le bord du trottoir. C'est là qu'elle vit le papier. Une feuille A4 plastifiée, collée sur un poteau électrique avec du ruban adhésif orange. Vente aux enchères municipales. Biens immobiliers et terrains, aujourd'hui seulement, Bourg-les-Valences. Elle s'approcha, lut les détails. Lot d'hiver. Propriété en état variable. Mise à prix à partir de 60 €. 60 €. Elle avait 140. Elle resta devant le poteau un long moment, le café chaud entre les paumes. Sarge s'assit à côté d'elle et regarda dans la même direction, comme s'il lisait lui aussi. La gare routière était à 10 minutes à pied. Le premier car pour Valence partait à 8h20.
Elle avait le temps, tout juste. Elle n'avait aucun plan, aucune idée de ce qu'elle trouverait là-bas, ni de ce qu'elle ferait si elle trouvait quelque chose. Elle avait froid, elle avait peu dormi, et elle avait un chien qui pesait 30 kilos et qui comptait sur elle pour la journée. Elle froissa le gobelet de café vide, le jeta dans une poubelle, ajusta les bretelles de son sac. Allez, dit-elle à voix basse. Juste pour elle. Juste pour Sarge. Ils prirent le car. La salle sentait le café de distributeur et la veste humide. Une cinquantaine d'hommes, essentiellement, des agriculteurs aux mains larges, des artisans en bleu de travail, quelques-uns en jeans et blousons qui regardaient Wonolelo avec l'air de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut. Casey entra avec Sarge en laisse courte, et 2 ou 3 têtes se tournèrent, pas longtemps. Elle trouva une place debout le long du mur du fond, posa son sac entre ses pieds et attendit. Un homme en gilet beige tenait le pupitre. Il parlait vite, avec l'accent du coin, en énumérant les lots dans l'ordre sur une feuille cartonnée. Des parcelles agricoles, un hangar en bordure de zone industrielle, 2 garages, une remise. Casey écoutait sans vraiment retenir, les yeux sur la liasse de fiches qu'on lui avait remise à l'entrée. Elle les feuilleta une par une. Le lot numéro 7 était en bas de page. Atelier de forge, commune de Bourglay-Valence, lieu-dit les Blaches. Surface couverte 80 mètres carrés, murs en pierre sèche, toiture partiellement endommagée, terrain attenant 300 mètres carrés. État général médiocre. Mise à prix 60 €. Pas de photo. Elle relut la fiche. 80 mètres carrés, murs en pierre. Un terrain. Elle ne savait pas souder. Elle ne savait rien de la forge. Elle savait poser des perfusions, immobiliser des fractures, maintenir une pression artérielle avec ce qu'on avait sous la main. Elle savait travailler avec les outils qu'elle avait, pas ceux qu'elle aurait voulu avoir. Les lots défilaient. Casey regardait la salle. Personne ne ressemblait à quelqu'un qui avait dormi sous un pont la nuit d'avant. Quand l'homme au gilet beige annonça le lot numéro 7, une femme au premier rang se retourna vers une autre et dit quelque chose à voix basse. Elles sourirent toutes les deux. Cassie ne saisit pas les mots mais reconnut le ton. Elle l'avait entendu souvent. Dans les vestiaires, dans les couloirs, parfois dans la bouche de supérieurs qui pensaient parler assez bas. La femme au premier rang s'appelait Darlene Marché. Carsey ne le saurait que plus tard. Ce jour-là, elle vit seulement une femme d'une 60aine d'années, bien habillée pour l'endroit, bijoux discrets, veste en laine, la posture de quelqu'un qui possède des choses et qui le sait. Darlene se retourna complètement, croisa le regard de Casey, laissa descendre les yeux vers Sarge et dit « Assez fort pour que les voisins entendent. Toi et ton chien, vous allez mourir de froid là-dedans. » Quelqu'un rit, puis 2 autres. L'homme au gilet beige attendait. Casey sentit la chaleur lui monter dans la nuque. Pas de la honte. Autre chose, quelque chose de plus vieux et de plus calme que la honte. Quelque chose qui ressemblait à de la détermination, mais sans le bruit que la détermination fait d'habitude. Elle leva la main. 90 €. Le silence dura peut-être 2 secondes. Puis les rires revinrent, un peu plus nombreux cette fois. L'homme au gilet beige regarda autour de lui, attendit une enchère concurrente qui ne vint pas, et abattit son marteau. Adjugé. On lui indiqua une table sur le côté. Une femme avec des lunettes en demi-lune lui tendit un formulaire. Cassay prit le stylo. Ses mains tremblèrent légèrement. Pas de peur. D'autre chose qu'elle n'aurait pas su nommer précisément. Elle remplit les cases, signa en bas de page, compta les billets sur la table. 90 €. Il lui restait 50 € et quelques pièces. La femme aux lunettes tamponna le document, lui en tendit une copie pliée en 2. Sarge s'était assis à côté d'elle pendant toute la procédure, immobile, les oreilles légèrement orientées vers la salle. Casey glissa le papier dans la poche intérieure de sa veste, là où se trouvait encore, froissée contre sa poitrine, la lettre de licenciement. Elle sortit dans la lumière froide de novembre. Au moins, pensa-t-elle, c'est à moi. L'atelier se trouvait au bout d'un chemin de terre qui longeait un verger de noyers. Casey y arriva à pied depuis l'arrêt de car, Sarge dans ses pattes, le sac sur le dos,
la clé en fer rouillé que la femme aux lunettes lui avait remise dans la paume. Il était 15 heures. La lumière baissait déjà. La porte était en bois épais cerclé de métal, gonflé par l'humidité, récalcitrante. Casey dut peser dessus avec l'épaule avant qu'elle consente à s'ouvrir. L'odeur qui sortit était celle des endroits que personne n'a habités depuis longtemps. Terre froide, rouille, quelque chose de végétal et de fermé. Elle entra. Sarge entra derrière elle et s'arrêta net, le nez en l'air. Il y avait une seule fenêtre côté est, le carreau fendu en diagonale, maintenu par ce qui restait d'un joint de mastic séché. Le sol était en terre battue, durci par endroits, friable à d'autres. Les murs en pierre sèche tenaient, ça se voyait, l'épaisseur était là, la plombe aussi, mais le mortier avait lâché entre plusieurs blocs et le vent passait par les interstices comme de l'eau par une passoire. Le toit posait un problème plus immédiat. 3 zones de tuiles manquantes ou déplacées, et sous l'une d'elles une tache d'humidité sur la charpente qui n'avait pas l'air récente. Casey posa son sac. Elle sortit le petit carnet qu'elle gardait dans la poche latérale, un réflexe d'ancienne vie, et commença à noter. Toit, priorité 1. Fenêtre, priorité 2. Joint de mur, priorité 3. Sol, voir plus tard. Elle fit le tour de la pièce lentement, s'accroupit, toucha les murs, frappa du poing à intervalles réguliers pour entendre ce que la pierre gardait pour elle. Sarge la suivait par séquences, partait explorer un coin, revenait, repartait. La nuit tomba vite. Casey alluma la bougie qu'elle avait achetée à la supérette de Bourlet-Valence avec ses dernières pièces, la posa sur un bloc de pierre plat qui traînait près de l'entrée. La flamme fit ce qu'elle pouvait. La pluie commença vers 20 heures. D'abord discrète, puis moins. Casey entendait les premières gouttes frapper les tuiles, puis elle vit l'eau apparaître au plafond, hésiter, tomber en filets minces sur la terre. Elle déplaça son sac, plaça le duvet à l'opposé de la zone humide, se recoucha avec Sarge collé contre elle. Le filet d'eau devenait un bruit régulier dans le noir. Elle fixa la charpente au-dessus d'elle et réfléchit à l'ordre des choses. Le lendemain matin, elle commença. Elle trouva derrière l'atelier un tas de matériaux abandonnés, quelques tuiles cassées inutilisables, une bâche plastique à moitié enfouie sous les herbes, des planches de récupération dont 3 encore solides. Elle monta sur le toit par le noyer qui poussait contre le mur pignon, posa la bâche sur les zones ouvertes, la fixa avec des pierres et ce qu'elle put trouver comme ferraille. Ce n'était pas beau. C'était suffisant pour cette semaine. Elle cloua une planche contre le carreau fendu. Elle boucha les joints les plus larges avec de l'argile prise dans le talus derrière le verger, mélangée à de l'eau, tassée avec le pouce. Sarge observait depuis le seuil, la tête légèrement inclinée. Le surlendemain, elle prit le car pour Valence. La bibliothèque municipale ouvrait à 9 heures. Elle y entra avec son carnet et ressortit 4 heures plus tard avec une liasse de photocopies. Manuel pratique de soudure à l'arc, introduction à la métallurgie pour non-spécialistes, guide de l'outillage à main, fiche technique sur les structures en pierre sèche. La bibliothécaire avait fait les copies sans poser de questions. 50 centimes la page. Casey avait compté. Elle retournait à la bibliothèque tous les 2 jours. Elle lisait sur place le matin, prenait des notes, photocopiait les pages essentielles. L'après-midi, elle marchait dans les rues de Valence et regardait les devantures des quincailleries, les dépôts de matériaux, les ateliers dont les portes restaient ouvertes. Elle apprenait les prix, les noms des outils, ce qui se récupérait et ce qui ne se récupérait pas. Le soir, elle rentrait au chemin des Blaches. Elle allumait la bougie, étalait les photocopies sur le sol et lisait jusqu'à ce que ses yeux se ferment seuls. Sarge dormait contre ses jambes. La bâche sur le toit tenait. La pierre autour d'elle gardait une chaleur relative, lente, presque vivante. Elle s'endormait sur les pages. Elle se réveillait et recommençait. Le chalumeau, elle l'avait trouvé dans une brocante de Montélimar, un samedi matin, posé sur une table entre une cafetière et un service à fondu. Le vendeur, un homme aux cheveux blancs qui fumait un cigarillo, lui avait demandé 15 €. Elle en avait proposé 8. Il avait accepté en haussant les épaules. La bouteille de gaz était presque vide, mais encore utilisable.
Les masques de soudure, elle en avait repéré 2 dans le fond d'une caisse en plastique. Elle en avait pris un pour 3 euros. Le matériau, c'était autre chose. Derrière le garage Perrier, sur la route de Crest, il y avait un terrain grillagé où s'entassaient des carcasses de voitures, des pièces hors d'usage, des longerons tordus, des châssis mangés de rouille. Casey s'était présenté un matin à l'ouverture. Le garagiste, la cinquantaine, tablier de cuir, l'avait regardé comme on regarde quelqu'un qui frappe à la mauvaise porte. « Je vends pas de la ferraille au détail », avait-il dit. « Je ne veux pas acheter. Je veux ce que vous jetez. » Il avait secoué la tête et était retourné dans son atelier. Elle était revenue le lendemain matin. Et le surlendemain. Le 3e jour, il n'avait rien dit, avait juste désigné d'un geste vague le coin du terrain où s'entassaient les rebuts irrécupérables. Elle avait pris ce dont elle avait besoin, des longueurs de plat en acier, un vieux cadre de remorque, encore droit sur 2 côtés, quelques chutes de tubes carrés. Elle avait tout porté à pied jusqu'au chemin des Blaches en 2 voyages. Elle apprit à souder comme elle avait appris le reste. Par la lecture d'abord, par l'observation ensuite, par l'échec enfin. Les premiers cordons étaient irréguliers, poreux, fragiles. Elle les regardait refroidir et voyait exactement où elle avait mal dosé la vitesse, mal tenu l'angle, mal géré la distance. Elle recommençait. Le chalumeau chauffait, la flamme bleutée tremblait, le métal changeait de couleur en progressant vers l'orange, le jaune, le presque blanc. La bibliothécaire lui avait trouvé un manuel plus précis, emprunté d'une médiathèque professionnelle de Grenoble par le système de prêt Interbibliothèque. Casey l'avait lu 3 fois du début à la fin, les pages couvertes de ses annotations au crayon. Un soir de la 3e semaine, elle réussit un cordon propre sur le cadre de remorque. Régulier, dense, sans porosité visible. Elle éteignit le chalumeau, releva le masque et resta accroupie devant la pièce à la regarder refroidir. Sarge s'approcha, renifla le métal chaud, s'éloigna d'un pas. Casey posa le bout des doigts sur la soudure. Elle était lisse comme une cicatrice bien faite. Elle ne dit rien, il n'y avait rien à dire. La rupture vint 3 jours plus tard. Elle travaillait sur une pièce plus complexe, un angle rentrant difficile, le genre d'assemblage où l'accès est mauvais et la chaleur se disperse mal. Elle avait recommencé 6 fois. La 7e, le chalumeau s'éteignit à mi-cordon, la bonbonne était vide. Elle chercha la rechange, elle n'en avait pas. La pièce refroidit d'un coup et se déforma légèrement en se rétractant, le cordon inachevé créant une tension inégale dans le métal. Elle était irrécupérable. Casey posa le chalumeau. Elle regarda la pièce. Elle la ramassa et la jeta contre le mur de pierre. Le bruit résonna longtemps dans l'atelier vide. Elle s'assit sur le sol en terre, dos contre le mur, les genoux remontés contre la poitrine. Dehors, le vent soufflait dans les noyers. L'atelier était froid, la bougie projetait des ombres longues sur les murs. Elle pensa à la lettre de licenciement dans sa poche intérieure. Elle pensa aux 52 € qui lui restaient. Elle pensa qu'elle ne savait peut-être pas ce qu'elle faisait. Sarge traversa l'atelier et vint poser sa tête sur ses genoux. Lourd, chaud, immobile. Elle garda les yeux au sol. Puis il se leva, traversa l'atelier en sens inverse et s'arrêta devant la porte. Il se retourna vers elle, les oreilles droites, les yeux fixes. Casey resta immobile encore un moment, puis elle se leva. Elle ramassa la pièce là où elle avait roulé contre le mur. Elle l'examina. Le cordon raté était sur un côté seulement. L'autre côté pouvait encore être récupéré si elle repartait d'une découpe nette. Elle n'avait plus de gaz ce soir, mais demain matin, la quincaillerie de Bourg-les-Valences ouvrait à 8 heures. Elle nota le modèle de la bonbonne dans son carnet. Elle souffla la bougie et s'allongea sur le duvet avec Sarge contre elle. Demain, pensa-t-elle. Juste demain. Hélène Faure habitait la maison en face du verger, une bâtisse en pierre comme toutes les autres sur ce chemin, avec des volets bordeaux et un jardin que quelqu'un entretenait avec soin, même en novembre. Casey l'avait aperçu plusieurs fois depuis son arrivée, une silhouette mince qui allait et venait entre la maison et le potager, qui ne regardait pas vers l'atelier mais qui devait voir, forcément, la fumée du chalumeau, la lumière de la bougie le soir, les allers-retours avec les ferrailles.
Elle frappa un mardi matin, peu après 9 heures. 3 coups discrets sur la porte en bois. Casey ouvrit, le masque de soudure relevé sur le front, les mains encore dans les gants. Hélène Faure était petite, les cheveux blancs coupés courts, le regard direct. Elle tenait ses 2 mains jointes devant elle comme quelqu'un qui s'apprête à demander un service et qui a mis un moment à s'y décider. « Mon portail est cassé depuis le mois d'août, dit-elle. Le gond du bas a lâché, le panneau traîne par terre. J'ai appelé un artisan en septembre. Il n'est jamais venu. Est-ce que vous faites ce genre de travail ?» Ce n'était pas tout à fait une question. Casey retira ses gants. « Montrez-moi. » Le portail était en fer forgé, ancien. 2 panneaux symétriques avec des motifs en volute. Le panneau gauche avait effectivement décroché, le gond inférieur arraché du pilier de pierre, le métal fendu net. Ce n'était pas une réparation compliquée, mais il fallait refaire le gond, renforcer la fixation, souder proprement sur de la pierre, ce qui demandait une préparation sérieuse. Casey fit le tour du portail, s'accroupit, examina la cassure. « Il me faut 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Je reviens avec le matériel. » Elle travailla sans précipitation. Elle nettoya le métal autour de la fracture à la brosse métallique, prépara la surface du pilier avec un burin pour que la fixation tienne, fabriqua un nouveau gond à partir d'une chute de plat en acier qu'elle avait en stock. La soudure sur la partie mobile du panneau était accessible et propre. La fixation dans la pierre demanda plus de temps, une cheville expansive, de la résine, de la patience. Hélène attendait à distance raisonnable, les bras croisés, sans commenter. Sarge était assis à côté d'elle. Au bout d'un moment, Casey entendit le froissement d'un sachet, et quand elle se retourna, Hélène tendait un biscuit au chien, l'air de quelqu'un qui fait ça depuis toujours. Quand le portail fut raccroché, Casey le fit pivoter plusieurs fois. Il s'ouvrait et se fermait sans forcer, sans bruit, sans jeu. Hélène s'approcha, posa la main sur le panneau, le fit bouger à son tour. « Combien ?» dit-elle. Casey avait pensé à un prix pendant qu'elle travaillait. Elle avait calculé le temps, le matériau, le gaz. 25 €. Hélène la regarda un moment sans rien dire. Puis elle dit « C'est propre, mieux que propre. » Elle sortit son porte-monnaie. « Je vous donne 50. » Casey secoua la tête. « C'est trop. Alors 40. » Il y avait dans la voix d'Hélène Faure quelque chose qui n'appelait pas de négociation supplémentaire. Casey prit les 40 €. Elle acheta une bonbonne de gaz, des électrodes, 2 mètres de plat en acier et un grand sac de croquettes pour chien. Elle posa le sac devant Sarge ce soir-là et le regarda manger sans rationner. Il mangea vite, la tête basse, la queue qui remuait légèrement. Elle resta accroupie à côté de lui jusqu'à ce qu'il ait défini. 3 jours plus tard, Hélène Faure frappa de nouveau à la porte. Elle tenait une tarte aux pommes dans les mains, enveloppée dans un torchon propre. Elle la posa sur le bloc de pierre sans cérémonie. « Mon gendre a une grille d'escalier à refaire, » dit-elle. « Il habite à Crest. Je lui ai dit que vous feriez le travail proprement. Il attend votre appel. » Elle sortit un bout de papier plié de sa poche et le tendit à Casey. Un prénom, un numéro. Casey prit le papier. Elle regarda Hélène Faure repartir sur le chemin de terre, les mains dans les poches de son manteau, sans se retourner. Sarge renifla la tarte aux pommes avec intérêt. Ce soir-là, Casey mangea 2 parts, assise sur son duvet, le dos contre le mur de pierre. La tarte était bonne. Dehors, les noyers bougèrent dans le vent, et l'atelier, pour la première fois depuis novembre, lui sembla un peu moins froid que la veille. Le gendre d'Hélène s'appelait Rémi Joubert. Il habitait une maison ancienne à l'entrée de Crest, avec un escalier extérieur en pierre dont la rampe en fer forgé avait rouillé jusqu'à l'os. Il reçut Casey un jeudi matin, la regarda évaluer le travail sans rien dire, et quand elle lui annonça le prix, il hocha la tête sans discuter. Elle revint le surlendemain avec le matériel, travailla 4 heures, et repartit avec 65 € dans la poche et le numéro d'un voisin que Rémi lui avait glissé en partant. Son voisin avait une grange. Des crochets muraux à poser, des anneaux d'attache à souder sur une poutre métallique. C'est ainsi que les choses avancèrent.
Pas en vague, pas en rupture, mais par accumulation lente. Un travail qui en amenait un autre, un nom qui circulait à voix basse entre deux personnes qui se connaissaient depuis 30 ans et qui n'avaient pas besoin d'en dire plus. En janvier, elle fit 3 rampes d'escalier, 2 séries de crochets muraux, une grille de fenêtres pour une maison en rénovation à Alex et un outil agricole sur mesure pour un maraîcher de Montwasson qui lui avait expliqué ce qu'il voulait avec les mains parce qu'il ne savait pas comment ça s'appelait. Elle l'avait fabriqué en regardant ses gestes, en posant 2 questions et en retournant à l'atelier faire un croquis avant de commencer. Le maraîcher était revenu la semaine suivante avec 2 collègues. Les gens de la Drôme ne complimentaient pas facilement. Casey l'avait compris assez vite. Ils regardèrent le travail, le touchaient, le faisaient pivoter ou coulisser selon ce que c'était. Et s'ils ne disaient rien, c'était généralement bon signe. Quand quelque chose n'allait pas, ils le disaient, brièvement, sans ménagement, et c'était aussi une forme de respect. Elle apprit à lire ce silence-là, à ne pas le remplir, à attendre. Elle qui avait passé 7 ans dans une institution où tout devait être verbalisé, rapporté, consigné, découvrit que les mots pouvaient être économisés sans que le sens se perde. Le village changeait de regard. Elle ne s'en rendit pas compte d'un coup, mais à travers des petits signes. Le boulanger de Bourg-les-Valences qui avait commencé à mettre son pain de côté sans qu'elle le demande. La femme à la pompe à essence qui lui avait dit bonjour la première. Rémi Joubert qui l'avait appelé par son prénom au téléphone alors qu'elle ne le lui avait pas proposé. Plus la militaire avec le chien, la soudeuse de la route de Crest. Elle travaillait le jour et rénovait l'atelier la nuit. Elle avait récupéré des tuiles auprès d'un couvreur qui en avait de trop, après une réfection à l'Oriole, les avait posées elle-même un samedi avec Hélène Faure qui tenait l'échelle en bas, sans un mot. Elle avait refait les joints des murs sur 2 faces avec un mortier acheté en sac, monté un poêle à bois récupéré dans une déchetterie et raccordé au conduit existant. Elle avait coulé une chape de béton sur un quart du sol, laissé le reste en terre battue pour l'instant. Elle dormait 4 heures, parfois 5. Elle mangeait peu, pas par choix mais parce que le temps manquait et que les priorités étaient ailleurs. Elle ne maigrissait pas, son corps avait l'habitude des régimes d'exception. Il gérait. Sarge mangeait correctement, c'était le point fixe. Darlene Marché passait devant l'atelier chaque matin vers 8 heures, en voiture, sur la route de Crest. Cassie l'avait remarqué sans y prêter attention d'abord. Puis elle avait noté que la voiture ralentissait légèrement au niveau de l'entrée. Pas un arrêt. Un ralentissement. Une fraction de seconde supplémentaire. Elle ne savait pas ce que Darlene cherchait à voir. Peut-être si l'atelier était toujours là. Peut-être autre chose. Casey ne changeait pas son rythme pour ça. Elle ouvrait la porte de l'atelier à 7 heures, allumait le poêle, préparait le chalumeau, sortait les commandes en cours. Sarge faisait le tour du terrain, revenait, s'installait à l'entrée. Un matin de février, alors qu'elle soudait une rampe couchée sur son établi, elle entendit la voiture ralentir, s'arrêter une seconde, puis repartir. Elle releva le masque, regarda vers la route. Il n'y avait plus rien. Elle rabaissa le masque et continua. Le camion entra dans la cour un vendredi matin de fin février, lentement, comme si le conducteur hésitait encore. Casey était dehors en train de débiter une longueur de tube carré à la meuleuse. Elle coupa le contact, releva ses lunettes de protection et reconnut Darlene Marché derrière le pare-brise. Darlene descendit du camion sans se presser. Elle portait un manteau en laine grise, des bottes de travail, les cheveux tirés en arrière. Elle avait la mâchoire serrée de quelqu'un qui a pris une décision difficile et qui n'a pas l'intention d'en discuter les termes. Elle alla droit au but. Ma presse hydraulique est en panne depuis 10 jours. Le vérin a lâché, il y a une fissure sur le châssis au niveau du bras gauche. J'ai eu 3 artisans. Le premier a dit qu'il fallait changer la pièce entière, délai 6 semaines. Le deuxième a essayé une réparation qui a tenu 4 heures. Le troisième n'a pas rappelé. Elle marqua une pause. La saison commence dans 3 semaines. Casey posa la meuleuse sur l'établi. Elle s'essuya les mains sur son tablier en cuir, lentement, sans quitter Darlene des yeux. Le silence entre elles deux avait une texture particulière, fait de ce qui avait été dit à la salle des enchères, des rires qui avaient suivi.
de tout ce qui n'avait pas été dit depuis. Darlene ne baissa pas le regard. Cassie non plus. Amenez-la, dit Cassie. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas non plus une faveur. C'était le début d'un diagnostic. Elles revinrent l'après-midi avec le camion et la presse, chargés à l'arrière, une machine massive, 200 kilos au moins, qu'elles déchargèrent avec une planche en guise de rampe et beaucoup de lenteur. Casey fit le tour, s'accroupit, examina le châssis, localisa la fissure. Elle courait sur 8 cm le long du bras gauche, à l'endroit où la contrainte était maximale pendant le cycle de compression. Le travail de l'artisan précédent était visible. Un cordon grossier posé en surface sans préparation, qui avait craqué net sous la charge. Elle alla chercher un carnet, nota les cotes, les angles, l'épaisseur du métal. « Revenez dans 2 jours, dit-elle. Darlene hocha la tête et repartit sans autre commentaire. Casey travailla sur la presse le samedi et le dimanche. Elle commença par meuler entièrement le cordon raté de son prédécesseur jusqu'au métal sain, ce qui prit 2 heures. Elle prépara les bords de la fissure en chanfrein pour permettre une pénétration complète du métal d'apport. Elle réalisa la soudure en 3 passes, en laissant refroidir entre chaque, en vérifiant l'alignement du bras après chaque passe avec un niveau. Elle fabriqua une cornière de renfort qu'elle souda en appui de part et d'autre de la zone réparée pour redistribuer les contraintes. Elle fit un essai de charge progressive avec des sacs de sable qu'elle avait récupérés derrière le terrain du maraîcher. La presse tint. Le dimanche soir, elle rappela Darlene. Le lundi matin, Darlene arriva à 8 heures. Elle inspecta la réparation sans parler, fit fonctionner la presse à vide plusieurs fois, écouta le bruit du vering, regarda le bras gauche sous différents angles. Cassie était appuyée contre l'établi, les bras croisés. Darlene sortit son chéquier. Cassie lui dit le prix. Darlene écrivit sans négocier. Puis Cassie dit, à voix basse et sans emphase. « Je ne l'ai pas fait pour vous. Je l'ai fait parce que la terre n'attend pas les rancunes. » Darlene rangea son chéquier. Elle regarda Cassie 1 seconde, 2 secondes, avec une expression que Cassie ne sut pas tout de suite comment nommer. Pas de la honte. Pas de la gratitude non plus. Quelque chose de plus neutre et de plus honnête que les deux. Elle prit la presse, la chargea dans le camion et repartit sans un mot. Le soir, vers 19 heures, Casey entendit un moteur dans la cour. Elle sortit. Le camion de Darlene était garé devant l'atelier. Darlene descendit, traversa la cour et posa une bouteille sur l'établi sans s'arrêter. Un Crozes Hermitage. Millésime correct, étiquette simple. Elle remonta dans le camion et repartit. Casey regarda la bouteille un moment. Sarge la renifla par acquis de conscience. Ce soir-là, elle but un verre, assise sur le seuil de l'atelier, dans l'air froid de février. Les étoiles étaient nettes au-dessus des noyers. Elle pensa que c'était un bon vin pour quelqu'un qui n'avait rien dit. La cheminée était au fond de l'atelier, dans l'angle nord-est, murée depuis longtemps avec des pierres de récupération posées sans mortier de finition, juste comblées. Casey l'avait remarqué dès le premier jour, mais elle était restée en bas de la liste, derrière le toit, les joints, le sol, le poêle. Le poêle était installé maintenant et tirait bien. La cheminée pouvait attendre. C'est Sarge qui ne pouvait pas attendre. Il avait commencé à s'intéresser à cet angle de l'atelier vers la fin janvier. Pas de manière spectaculaire, pas en aboyant, juste en s'asseyant là parfois, le nez vers la pierre, les narines qui travaillaient. Casey lui avait dit non la première fois, il s'était déplacé, il était revenu le lendemain. Elle avait fini par ne plus y prêter attention, classant ça dans la catégorie des habitudes de chien, qu'il n'était pas utile de comprendre. Mais à la fin février, après la visite de Darlene, après le Crozes Hermitage bu sur le seuil, elle s'était réveillée la nuit et avait vu Sarge assis dans le noir, face à la cheminée murée, immobile, les oreilles droites. Elle l'avait regardé un moment sans bouger. Il ne tournait pas la tête vers elle, il regardait les pierres. Elle avait décidé d'attaquer la cheminée le week-end suivant. C'était un samedi matin, début mars, froid sec et ciel blanc. Elle avait sorti les commandes en cours, les avait posées de côté et avait commencé par nettoyer l'angle au balai. Derrière la couche de poussière accumulée, les pierres qui bouchaient l'ouverture de la cheminée
étaient de taille irrégulière, posées à la main, sans soin particulier. Quelqu'un avait muré cette cheminée vite, ou avait muré quelque chose derrière elle. Casey frappa la première pierre du poing. Elle sonna creux. Elle frappa la deuxième. Creux aussi. Elle fit le tour de la surface murée, frappant à intervalles réguliers, et le son ne changeait pas. Derrière ces pierres, il n'y avait pas de plein. Il y avait un espace. Sarge s'était levé et approché. Il restait à 1 mètre, debout, attentif. Cassie prit le pied de biche qu'elle utilisait pour débiter les palettes de récupération. Elle l'engagea dans le joint entre 2 pierres du bas et pesa doucement. La pierre bougea sans résistance. Il n'y avait effectivement pas de mortier, juste les pierres posées les unes sur les autres par gravité. Elle la sortit, la posa sur le sol. Puis la suivante. Puis une troisième. L'ouverture qui apparaissait n'était pas celle d'une cheminée ordinaire. Derrière les pierres de blocage, il y avait effectivement le foyer, mais petit, étroit, jamais très grand. Et sur le côté gauche du foyer, creusé dans l'épaisseur du mur, une niche. Une niche fermée, délibérément fermée, avec des pierres plus petites ajustées avec soin, celle-là avec du mortier. Casey s'arrêta. Elle alla chercher sa lampe de chantier, la brancha sur le prolongateur, l'approcha de l'ouverture. La niche faisait peut-être 40 cm de large, 30 de haut, une profondeur qu'elle ne pouvait pas encore évaluer. Elle prit le burin et le marteau et commença à dégager le mortier des pierres de la niche. C'était un travail lent, minutieux. Le mortier était vieux, sec, il cédait par petits éclats. Elle travailla 1 heure sans parler, sans autre bruit que le métal sur la pierre et la respiration de Sarge derrière elle. La dernière pierre sortit d'un bloc. Dans la niche, posée à plat sur le fond de pierre, il y avait une boîte en fer blanc. Rectangulaire, environ 25 cm sur 15, 5 cm d'épaisseur. Le métal était oxydé en surface mais intact. Pas de déformation, pas de rouille traversante. Le couvercle était soudé sur tout le pourtour, hermétiquement, à la main, au fer à souder, avec un soin qui contrastait avec la rudesse de la maçonnerie qui la cachait. Sur le couvercle, gravé à la pointe, une date. 1943. Casey resta accroupie devant la niche un long moment sans toucher la boîte. La lampe de chantier éclairait le métal gris, la date, les petites irrégularités de la soudure faite à la main il y a plus de 80 ans. Elle tendit la main, posa les doigts sur le couvercle. Le métal était froid. Elle retira la main. Elle sortit la boîte de la niche et la posa sur le sol de l'atelier. Sarge s'approcha, la renifla longuement sur tout le pourtour, puis vint s'asseoir à côté de Casey. Elle éteignit le chalumeau qu'elle n'avait pas allumé de la journée. Elle éteignit la lampe de chantier. Elle s'assit sur le sol en terre, dos contre le mur, la boîte entre les mains, Sarge contre sa cuisse. Dehors, le vent avait repris dans les noyers. Casey ne dormit pas tout de suite. Elle garda la boîte posée sur les genoux dans le noir et écouta l'atelier respirer autour d'elle. Elle ne l'ouvrit pas ce soir-là. Elle attendit le matin. Pas par superstition, pas par peur de ce qu'elle trouverait, mais parce que certaines choses méritent la lumière du jour. Elle dormit avec la boîte posée contre le mur à côté d'elle, Sarge en travers des pieds, et quand le ciel pâlit à l'est, elle se leva, alluma le poêle, fit chauffer de l'eau pour le café. Elle posa la boîte sur l'établi. Elle prit le burin le plus fin qu'elle avait, l'engagea délicatement sous le rebord du couvercle et fit le tour de la soudure par petites pressions successives. Le métal céda proprement, la soudure était vieille et sèche, elle n'opposait plus de résistance réelle. Le couvercle se souleva d'un bloc. À l'intérieur, enveloppé dans un morceau de toile cirée soigneusement replié, il y avait des pièces d'or. Casey les compta sans les sortir du tissu. 21 pièces, des louis d'or pour la plupart, certaines plus anciennes, toutes en bon état. Elle les reposa sans les peser, sans calculer. Sous la toile, un carnet en cuir brun, le cuir durci par le temps mais intact, fermé par une lanière. Et sous le carnet, une lettre pliée en 4, l'enveloppe sans adresse, sans nom sur l'extérieur. Casey prit le carnet en premier.
Le cuir craqua légèrement quand elle défit la lanière. Les pages étaient fines, serrées d'une écriture petite et régulière à l'encre noire. Une écriture de quelqu'un qui avait appris à écrire sérieusement et qui ne gaspillait pas le papier. Sur la première page, en haut à droite, un nom. Éléonore Griès. En dessous, une date. Septembre 1938. Casey s'assit sur le tabouret et commença à lire. Éléonore Griès avait 24 ans en 1938. Elle était infirmière à l'hôpital de Valence, fille d'un notaire de Romans-sur-Isère qui l'avait reniée quand elle avait refusé le mariage qu'il avait arrangé. L'homme qu'elle aimait était parti pour Paris sans se retourner. Elle avait loué cet atelier avec ses économies parce qu'il était le moins cher de la région et parce qu'il avait des murs épais et une porte solide. Les premières pages racontaient l'apprentissage. Éléonore ne savait rien du métal au départ. Elle avait trouvé un manuel chez un ferrailleur, avait regardé travailler un forgeron du marché de Crest qui lui avait montré les gestes de base sans conviction, pensant qu'elle abandonnerait dans la semaine. Elle n'avait pas abandonné. Elle avait appris seule, par essai, par brûlure, par pièces ratées qu'elle refondait et recommençait. Elle réparait des outils agricoles pour les fermes du coin, des ustensiles de cuisine, des ferrures de porte. Elle mangeait peu, dormait dans l'atelier, continuait. En 1940, le ton changeait. Des noms apparaissaient en initiales seulement, des mouvements, des itinéraires, des caches. Éléonore Griès faisait passer des gens vers le sud, utilisait l'atelier comme point de transit, fabriquait de faux outils qui dissimulaient des documents. Elle écrivait avec la même écriture régulière, comme si noter les faits calmement était une façon de les tenir à distance. En 1942, une phrase, seule sur une page. Ils ont emmené monsieur, je ne sais pas où. Je continue. Les dernières entrées étaient datées du printemps 1943. L'écriture restait la même, mais les phrases étaient plus courtes, plus espacées. Éléonore savait que quelque chose se resserrait autour d'elle. Elle ne nommait pas la peur, mais elle était là entre les lignes, dans ce qu'elle choisissait de ne pas écrire. La dernière entrée était datée du 14 avril 1943. J'ai caché ce que j'avais bâti pour celle qui ne partirait pas. Elle saura quoi en faire. Casey resta immobile un moment, les yeux sur cette dernière ligne. Puis elle prit la lettre pliée en 4 et l'ouvrit. La lettre était courte, une page, la même écriture. Elle ne commençait pas par une formule d'adresse. Elle commençait directement. Vous avez trouvé ceci parce que vous n'êtes pas parti. Cela suffit pour que je vous fasse confiance. Cet atelier m'a appris que les mains peuvent tout reconstruire si la tête accepte de ne pas savoir d'avance. Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez, ni ce qui vous a amené ici. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous avez tenu les murs et que le feu a continué à brûler. Faites quelque chose de digne avec ce que je laisse. Pas pour moi. Pour la prochaine. Il n'y avait pas de signature. Casey replia la lettre. Elle la reposa sur l'établi à côté du carnet et des pièces enveloppées dans leur toile cirée. Elle regarda l'atelier autour d'elle, les murs en pierre qu'Éléonore avait habités, le sol que d'autres pieds avaient défoulé avant les siens, la cheminée rouverte qui béait dans le mur du fond. Elle relut la dernière entrée du carnet, puis la lettre, puis encore la dernière entrée. La troisième fois, quelque chose se défit dans sa poitrine, doucement, sans violence. Pas de la tristesse exactement, quelque chose de plus vaste et de plus calme, comme quand une tension qu'on portait depuis si longtemps qu'on ne la sentait plus se relâche enfin. Elle pleura sans bruit, les coudes sur l'établi, le visage entre les mains. Sarge vint s'asseoir contre elle et ne bougea pas. Elle pleura pour Éléonore Griès qu'elle n'avait pas connue. Elle pleura pour les 4 mois depuis Lyon, pour les nuits sous le pont, pour les mains brûlées et les pièces ratées, et les matins sans savoir si ça valait la peine de continuer. Elle pleura parce que quelqu'un en 1943 avait cru qu'une telle personne viendrait un jour, et avait jugé que cette personne méritait qu'on lui garde quelque chose. Dehors, le soleil montait sur les noyers. Le premier vrai soleil de mars, encore pâle mais déjà chaud sur les pierres. Cassie se leva, se lava le visage à l'eau froide et ralluma le poêle.
Elle ne fit rien dans la précipitation. C'était peut-être la chose la plus importante qu'elle avait apprise depuis novembre. Que la précipitation abîme le travail, que les bonnes soudures demandent du temps entre les passes. Elle fit estimer les pièces d'or par un numismate de Valence, un homme âgé aux gestes précis qui les examina une par une à la loupe sans poser de questions sur leur provenance. La somme était significative, pas extravagante, suffisante. Elle en garda une partie pour l'atelier, une partie pour ce qu'elle avait en tête, et rangea le reste dans un compte qu'elle ouvrit à la banque de Bourg-les-Valence un mardi matin, avec Sarge attaché dehors à un anneau de fer. La bourse, elle l'a mis en place discrètement, par l'intermédiaire d'une association de Valence qui accompagnait les femmes en rupture professionnelle ou familiale. Pas de nom attaché, pas de communication. Une somme disponible, des critères simples, une décision prise par l'association seule. Cassé donna ses coordonnées pour le suivi et précisa qu'elle ne voulait pas être remerciée. La femme qui l'a reçue la regarda un moment, puis hocha la tête et n'insista pas. Elle agrandit l'atelier au printemps. Elle perça une ouverture dans le mur est, posa une porte coulissante en métal qu'elle fabriqua elle-même, doubla la surface de travail en annexant la remise attenante qui ne servait à rien. Elle installa un deuxième poste de soudure, un établi supplémentaire, une étagère d'outils le long du mur neuf. La première apprentie s'appelait Soraya, 22 ans, envoyée par l'association de Valence. Aucune expérience du métal mais des mains solides, et une façon d'écouter les consignes qui indiquaient qu'elle avait l'habitude de devoir apprendre vite. Elle fit sa première soudure propre au bout de 10 jours. Casey ne le dit pas, mais elle reconnut quelque chose dans la façon dont Soraya avait regardé le cordon refroidir. La deuxième arriva un matin de septembre, à pied depuis l'arrêt de car, un sac à dos militaire vert sur les épaules. Elle s'appelait Inès, 29 ans, ancienne logisticienne de l'armée de terre, licenciée 6 mois plus tôt dans des circonstances qu'elle résuma en 2 phrases sans détail. Elle s'arrêta devant l'atelier ouvert, regarda l'intérieur sans entrer, regarda Cassie, regarda Sarge qui était venu s'asseoir sur le seuil. « Je cherche du travail, dit-elle, ou à apprendre. L'un ou l'autre. » Cassie posa sa meuleuse. « Entrez. » Elles parlèrent 1 heure. Inès avait des compétences mécaniques, une logique spatiale évidente, et la même façon de tenir son corps que quelqu'un qui a appris à prendre peu de place. À un moment, elle demanda, les yeux sur l'établi plutôt que sur Cassie. « Et si j'échoue ?» Cassie réfléchit une seconde. Pas à ce qu'il fallait dire, à ce qui était vrai. « Sarge sera encore là, dit-elle. Et moi aussi ?» Inès leva les yeux. Sarge, depuis le seuil, bâilla largement et se recoucha. Inès fit quelque chose qui ressemblait à un sourire, le premier depuis qu'elle était entrée. Elle commença le lundi suivant. Darlene Marché revint avec sa presse au printemps pour le réglage annuel qu'elle avait désormais inscrit dans son calendrier comme une évidence. Elle amena ensuite un broyeur dont l'arbre de transmission vibrait anormalement, puis un châssis de remorque à renforcer avant les vendanges. Elle ne s'attardait pas, ne parlait pas pour rien, mais elle restait parfois quelques minutes appuyée contre le montant de la porte à regarder Soraya ou Inès travailler, avec l'expression de quelqu'un qui observe quelque chose qu'il n'avait pas prévu de trouver intéressant. Un jour, elle déposa sans commentaire une caisse de Croze Hermitage dans la cour, 6 bouteilles, et repartit avant que Casey ait eu le temps de sortir. Sur le carton, elle avait écrit à la main, pour l'atelier, rien d'autre. Casey posa la caisse à l'intérieur et ne dit rien non plus. Ce soir-là, quand Soraya et Inès furent partis, quand le dernier outil fut rangé et le poêle réglé pour la nuit, Cassie resta seule dans l'atelier dans la lumière du couchant qui entrait en biais par la porte coulissante. La lumière était orange et longue. Elle touchait l'établi, les outils suspendus au mur, le sol en pierre maintenant propre et joint. Elle alla au fond de l'atelier, dans l'angle nord-est où la cheminée était rouverte et fonctionnait maintenant. À côté de la cheminée, posée sur 2 tréteaux en métal qu'elle avait fabriqués elle-même, l'enclume qu'elle avait trouvée sous une bâche dans la remise le jour où elle avait percé le mur. Une enclume ancienne, 100 kilos au moins, le métal poli par des années d'usage. Elle posa la main à plat sur sa surface. Le métal était tiède, la chaleur du poêle tout proche,
l'air de la pièce fermé depuis des heures. Rien d'inexplicable, rien de mystérieux. Juste la chaleur qui s'accumule quand on chauffe un endroit régulièrement et qu'on ne laisse pas le froid revenir. Sarge dormait contre le mur du fond, le flanc qui se soulevait lentement dans la lumière orange. Casey garda la main sur l'enclume un moment. Elle pensa à Éléonore Griès qui avait posé ses mains au même endroit, qui avait tenu les mêmes outils, qui avait chauffé le même foyer. Elle pensa à Inès qui avait demandé « Et si j'échoue avec les yeux ailleurs ?» Elle pensa au chemin depuis Lyon, au pont de la Guillotière, à la feuille volante sur le poteau, aux 90 € posés sur la table aux enchères avec les mains qui tremblaient. L'atelier était chaud. Il l'avait probablement toujours été, pour peu qu'on prenne la peine de rester assez longtemps pour le sentir.